Reconstruire la Belgique sous de nouvelles bases. C'est ainsi que le secrétaire d'État Thomas Dermine qualifie le nouveau plan de relance européen. Eh bien, ce nouveau plan, il est historique, car il doit remettre d'aplomb l'économie européenne terrassée par la pandémie. Mais son ampleur est aussi inédite. C'est 750 milliards d'euros sous forme de subventions pour un montant de 390 milliards d'euros et sous forme de prêts pour 360 milliards d'euros. Alors, comment cet argent va-t-il être réparti entre les différents États membres et pour quels projets? La Belgique, elle a déposé son projet auprès de la Commission, donc bien dans les temps. Elle a remis 87 projets basés principalement sur le climat, la mobilité et le digital. 87 projets qu'on dit même plus verts et plus digitalisés de ce que impose la Commission. La Belgique va recevoir 5,926 milliards d'euros. Quand cet argent sera-t-il déboursé et à quelles conditions? Voilà autant de questions auxquelles va répondre notre secrétaire d'État Thomas Dermine. Thomas Dermine, c'est un économiste de haut vol et depuis peu membre de notre gouvernement fédéral. Après ses études d'ingénieur en gestion à la Solvay Brussels School, complétées par un cursus en sciences politiques à l'ULB, il a poursuivi son parcours académique à l'université de Harvard à Boston. De 2009 à 2016, il a travaillé comme consultant chez McKinsey dans de nombreux pays, notamment à Londres. Il est revenu en Belgique à Charleroi en 2017 et il a travaillé sur le plan Catch. Et depuis en novembre 2019, il devient directeur de l'Institut Emile van der Velde, c'est le centre d'études du Parti socialiste. Et en même temps, il participe activement aux côtés de Paul Magnette, président du PS, aux négociations pour la formation du gouvernement fédéral. Et le 1er novembre 2020, il est nommé secrétaire d'État à la relance et aux investissements stratégiques chargé de la politique scientifique. Voilà, donc il est donc l'homme vraiment du plan de relance économique. Monsieur Dermine, je vous donne donc la main. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup à la Banque nationale, au Forum financier pour l'organisation de cette conférence ce temps de midi. Je suis ravi d'être avec vous pour parler d'un sujet qui est éminemment important pour l'avenir de notre pays, qui est le plan de relance et de résilience qui a déjà été cadré par Madame Gaudin. Je pense que si on s'interroge sur quel est l'élément qui a déclenché la nécessité de ce plan de relance, on replonge très vite dans la pandémie du coronavirus, qui est sans conteste un événement qui s'apparente à un choc systémique d'un point de vue sanitaire. Vous avez ici une courbe de surmortalité. Vous voyez chaque année les lignes en noir, c'est la mortalité. Et puis la ligne en rouge, c'est les 13-14 derniers mois, où on voit clairement une surmortalité très importante. Juste avant de commencer la présentation, même si je me suis déjà lancé, j'ai eu l'occasion de travailler avec une petite start-up bruxelloise qui s'appelle Jetpack.ai. Vous les voyez ici dans le coin inférieur gauche, leur logo. Et donc, on a essayé de travailler sur une présentation la plus interactive possible pour présenter ce plan de relance. Et donc, c'est vraiment une jeune start-up avec des entrepreneurs brillants qui font un super boulot qu'on appelle de data visualization pour rendre des présentations complexes le plus interactif possible. Je suis toujours à l'écoute de feedback, donc s'il y a des membres dans l'audience, dans l'assemblée qui ont des retours par rapport à la présentation, qui n'hésitent pas à se manifester par email ou par les réseaux sociaux. Je suis toujours dans une phase où j'apprends beaucoup et où tous les retours sont intéressants. Mais donc, je reprends le fil de la présentation. Donc, on est face à une crise qui est évidemment sans commune mesure avec ce qu'on a vécu depuis plusieurs décennies d'un point de vue sanitaire. D'un point de vue économique, c'est aussi une crise qui a provoqué un choc inouï. Et sur ce graphe-ci, on compare les variations trimestrielles de PIB entre la dernière crise économique qu'on a connue 2008-2009 avec la crise financière. Et on voit que les variations trimestrielles de PIB sont sans commune mesure dans leur ampleur par rapport à ce qu'on a connu dans des crises précédentes. Tout l'enjeu, maintenant qu'on va sortir progressivement de cette crise, parce que cette crise a une nature très particulière, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est un choc d'offres, c'est-à-dire qu'on impose des contraintes externes
sur l'appareil productif via des mesures de confinement pour contenir l'épidémie. Et donc, le pari, quelque part, c'est de se dire que si on a pris les mesures nécessaires durant l'épidémie pour protéger l'appareil productif, et des mesures, je veux dire, sans commune mesure avec ce qui a été fait par le passé, ont été prises, que ce soit en matière de soutien aux entreprises, de soutien aux travailleurs. L'objectif maintenant de la politique publique de relance, c'est de maximiser l'effet de rebond, c'est-à-dire de se dire, une fois qu'on va libérer ces contraintes progressivement, via les levées du confinement, comment est-ce qu'on fait pour avoir un effet économique de rebond dans les prochains trimestres qui soit le plus élevé possible? Et de se dire, non seulement on va favoriser cet effet de rebond via de l'investissement public, mais on va essayer, via ces programmes d'investissement massifs, de ne pas reconstruire la société à l'identique, de ne pas reconstruire notre pays à l'identique, mais de le reconstruire sur des bases nouvelles, sur des bases plus fortes, qui répondent à toute une série d'enjeux structurels qui préexistait à la crise. Et donc ça, c'est un peu le point de départ de réflexion sur le plan de relance, c'est comment est-ce qu'on fait pour finalement réinvestir massivement en sortie de crise, non seulement pour favoriser l'effet de rebond et la relance à court terme, mais aussi reconstruire notre pays sur des bases plus saines par rapport à des enjeux structurels que notre pays connaissait. Alors, c'est quoi les enjeux structurels que notre pays connaît en fait déjà depuis des décennies? Eh bien, on a commencé ce travail en fait en mettant tous les gouvernements du pays, le gouvernement wallon, flamand, bruxellois, les communautés, le gouvernement fédéral autour de la table, et de se dire, on a une occasion unique devant nous, de pouvoir avoir un programme d'investissement massif, mais dans tous les bons programmes d'investissement, il faut faire des choix. Et donc, il faut définir quelles sont les priorités sur lesquelles on va investir. Et donc, on a commencé ce travail en faisant un exercice, et ça peut sembler un peu ahurissant, mais en faisant un exercice commun avec tous les gouvernements, en se disant c'est quoi les défis de notre pays, et des défis qui sont transversaux aux différents niveaux de pouvoir et sur lesquels on doit travailler ensemble, peu importe qu'on appartient à un niveau de pouvoir ou à un autre. Et en fait, il y a 5 défis qui sont ressortis. Le premier défi, c'est le défi environnemental, ensuite le défi digital, le défi autour de la mobilité, avec des implications importantes dans des villes comme Bruxelles notamment, un défi autour de l'inclusion, on y reviendra, et un défi autour de la productivité. Je vais juste illustrer rapidement ces défis-là pour qu'on se rende compte de la taille des enjeux. Alors, le premier défi, c'est le défi environnemental. Et on s'inscrit, la Belgique s'inscrit résolument, et l'accord de gouvernement fédéral le précise très clairement, on s'inscrit dans la réduction à l'horizon 2030 de 55% des émissions de CO2 par rapport à un niveau de référence qui est 1990. Si on suit la tendance actuelle, donc si on pense qu'on va répliquer dans les 10 ans qui viennent, un peu moins de 10 ans qui viennent, ce qu'on a fait dans les 10 ans passés, on n'y arrivera pas. On réduira d'environ 30% les émissions de CO2, c'est-à-dire qu'on sera très loin de nos objectifs de l'accord de Paris, et donc on va avoir contribué à un réchauffement climatique global. Donc ça, c'est le premier enjeu super important, c'est comment est-ce qu'on fait pour accélérer fortement la tendance de décarbonation au sein de notre économie. Deuxième défi, c'est le digital. Et ici, je reprends une statistique qui est publiée par Agoria, parce que je trouve qu'elle est intéressante, à 2 niveaux. C'est que, elle nous montre qu'il ne faut pas avoir spécialement peur du digital. On entend parfois, le digital va détruire de l'emploi, et alors il y a des craintes un peu ancestrales d'avoir ces robots qui automatisent de l'emploi, etc., etc. Non, ce qu'on voit, c'est que le digital a plutôt une tendance même à augmenter l'emploi. Le vrai impact du digital, c'est que ce n'est pas sur le nombre d'emplois, mais c'est sur les qualifications qui sont requises pour entrer et pour rester sur le marché de l'emploi. Et donc, il y a un enjeu global par rapport au digital qui est de comment anticiper les mutations que va avoir le digital sur la nécessité de formation et la nécessité d'avoir des outils de formation tout au long de la vie, de formation pour les jeunes qui leur permettent de s'insérer de façon durable sur le marché de l'emploi. Parce que le digital ne supprimera pas d'emploi, mais le digital va augmenter le niveau de qualification qui est requis pour entrer et pour rester sur le marché du travail. Troisième défi, c'est le défi de la mobilité. Et là, j'aimerais bien qu'on décompose un petit peu les émissions de CO2. Parce que les émissions de CO2, donc on voit qu'on doit faire moins 55% en 2030, mais si on prend la première composante qui est l'industrie, en fait l'industrie,
on est sur une tendance, il faut la continuer dans les 10 ans qui viennent, mais on est sur une tendance où l'industrie fait le job par rapport à la décarbonation. Alors, il y a des choses qui aident, notamment, moi je suis originaire de Wallonie, mais effectivement, à chaque fois qu'on a fermé un haut fourneau entre 1990 et 2020, ça a aidé à la décarbonisation, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a une réflexion qui s'enclenche chez plusieurs grands industriels dans le pays, qui est déjà bien avancée pour décarboner. Et par rapport à 1990, il y a moins 31% qui a été effectué. Deuxième source d'émissions, c'est tout ce qui est lié, c'est même plus large que le chauffage, c'est tout ce qui est lié au bâtiment. Et là, on voit aussi qu'il y a un mouvement qui a été enclenché. On a fait moins 13% depuis 1990, mais que là aussi, il faut accélérer drastiquement parce qu'on doit faire moins 55% en 2030 et on n'y arrivera pas si on ne fait que répliquer les efforts du passé. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver dans le plan de relance, notamment, beaucoup de projets sur la rénovation énergétique du parc immobilier privé ou public. La troisième catégorie d'émissions, et qui me préoccupe le plus, ce sont les émissions liées à la mobilité, et singulièrement au transport routier. Parce que là, on voit qu'en fait, on va exactement dans la direction opposée à celle qu'il faudrait suivre si on voulait suivre nos émissions de CO2, puisqu'on a une évolution positive sur les 20 dernières années, sur les 30 dernières années, excusez-moi, des émissions de CO2. Là, on doit avoir une réduction. Et donc là, c'est essentiel de travailler, et c'est un enjeu non seulement qui est lié à l'enjeu environnemental par rapport à nos émissions de CO2, mais aussi un enjeu de productivité. Je pense qu'on expérience tous d'une façon ou d'une autre, ou des proches, l'enjeu de la mobilité à Bruxelles, qui en fait non seulement est frustrant d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue collectif, et une entache importante de notre productivité, vu que le temps qu'on passe dans sa voiture, c'est du temps qu'on ne passe pas à avoir du temps de qualité chez soi avec ses proches, ou du temps qu'on ne passe pas au travail. Quatrième et avant-dernier défi, et qui est un défi, je pense, qu'il faut qu'on garde tous bien à l'esprit, c'est le défi de l'inclusion. Et singulièrement, comment est-ce qu'on fait pour garder en Belgique, dans un pays, et je pense qu'on se plaint souvent de notre pays, mais notre pays a quand même des aspects vraiment précurseurs, c'est qu'il valorise fortement la solidarité et l'inclusion. Or, aujourd'hui, en Belgique, on a toujours, et il faut vraiment le rappeler, 1 personne sur 6 en Belgique qui est exposée au risque de pauvreté. Et globalement, ce risque-là, il ne diminue pas. Et si on voit sur les 10 dernières années, on a même une légère hausse. On est passé de 14,7% à 16,4% des personnes qui sont exposées au risque de pauvreté. On a aussi des nouvelles formes de pauvreté. Et ce risque de pauvreté, il évolue très fortement en fonction des catégories de la population. Et par exemple, un des premiers déterminants du risque de pauvreté, c'est le niveau d'enseignement qui est atteint. On voit que pour des citoyens qui ont une éducation qui ne dépasse pas le niveau du secondaire, le risque de pauvreté, il est hyper élevé. Il est de presque 1 sur 3. Si on n'a pas de diplôme, si on a un diplôme maximum du niveau secondaire inférieur, le risque d'être exposé à la pauvreté est de 1 sur 3. Par contre, pour les catégories de la population qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur, ce risque est beaucoup plus faible, il est de l'ordre de 6%, donc un peu plus de 1 sur 20. L'autre variation, c'est la variation en fonction du statut d'activité. Et on voit qu'aujourd'hui, avoir un emploi reste la meilleure protection contre le risque de pauvreté. On voit qu'il y a un enjeu, notamment par rapport à certains bénéficiaires d'allocations. Et aujourd'hui, malgré qu'on ait un système de sécurité sociale dont on a réaffirmé l'importance avec la crise du coronavirus, être bénéficiaire de certaines allocations ne protège plus du risque de la pauvreté. Le 5e défi, c'est le défi de la productivité, qui est une notion très importante pour les économistes, qui a tendance à être un peu abstraite, mais qui est très importante. C'est qu'en Belgique, on a toujours été un des pays les plus productifs au monde. On reste aujourd'hui un des pays les plus productifs au monde, et ce niveau de productivité, en fait, fait en sorte que la Belgique peut avoir des niveaux de bien-être élevés, mais ce qu'on appelle finalement, les économistes appellent le gap de productivité, c'est-à-dire l'écart entre le niveau de productivité belge et celui des pays voisins. Ce qu'on observe, et il y a des études de la Banque nationale qui le montrent très clairement, notamment certains collègues doivent être présents dans la salle virtuelle, c'est que le gap de productivité entre la Belgique et les pays voisins, il a tendance structurellement à diminuer. Et donc c'est essentiel de réinvestir, que les entreprises réinvestissent dans leur capacité de production, dans les talents, etc., pour maintenir ce gap de productivité qui a permis à la Belgique de sortir du lot.
Et donc, c'est sur ces 5 dimensions qu'on va structurer le plan de relance pour non seulement relancer l'économie à court terme dans un cadre où elle est déprimée post-Covid, mais en plus reconstruire la Belgique sur des nouvelles bases avec des investissements qui visent à répondre à ces 5 objectifs. La mauvaise nouvelle en Belgique, et je suis désolé, après on va un peu parler de positif, mais la mauvaise nouvelle en Belgique, c'est qu'en matière d'investissement public, on est mauvais. Il faut pouvoir le dire, et une trajectoire de changement passe d'un diagnostic clair. Et en Belgique, ça fait plus de 20 ans, et même presque 30 ans, qu'on sous-investit. Vous avez ici, la courbe rouge, c'est le taux d'investissement public en Belgique. Et on est entre 2 et 2,5% en fonction des années. Vous avez ici la courbe bleue, c'est la moyenne européenne. Europe 27, je pense. Donc, c'est même pas comme si on comparait juste nos pays limitrophes qui ont des niveaux de vie comparables aux nôtres. Ça veut dire qu'on compare aussi les pays d'Europe de l'Est, etc. Et on est environ à 3,5%. Donc, en Belgique, structurellement, on sous-investit, les pouvoirs publics sous-investissent. Et ça a des implications assez importantes. C'est que la vue que je vous ai présentée précédemment était une vue en flux, donc le nombre d'investissements chaque année. Ici, c'est la vue en stock. C'est-à-dire que la Banque nationale, encore une fois, calcule une variable qui est intéressante, mais trop peu connue, qui est le stock net de capital public. C'est-à-dire si on crée finalement une valeur qui additionne la valeur de toutes nos infrastructures publiques, les écoles, les routes, les voies de chemin de fer, etc. Et ce qu'on voit, et moi, personnellement, ça m'empêche de dormir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on investit tellement peu en Belgique que le taux d'investissement chaque année est insuffisant, ne fût-ce que pour renouveler le stock. Donc en fait, on est en train de détériorer notre stock parce qu'on investit moins que le taux qu'il faudrait pour renouveler ce stock. Et donc collectivement, chaque année, on devient un petit peu plus pauvre. Et je pense que quand on voit les défis structurels de notre pays, que ce soit la nécessité d'investir pour construire l'infrastructure, pour décarboner l'économie, d'investir dans l'inclusion, d'investir dans la mobilité, d'investir pour le digital, etc., on se rend compte qu'on a des besoins énormes d'investissement, que le secteur privé n'y arrivera pas tout seul. Et face à ces défis énormes, en fait, on est en train de s'appauvrir collectivement parce qu'on n'investit pas assez. Et donc, il y a une vraie urgence à ce que les pouvoirs publics réinvestissent massivement, parce que sinon, on sera complètement incapable de faire face aux défis du futur, qui sont des défis importants pour les prochaines générations. Et cette crise du coronavirus, et c'est ce que je me conforte à penser, c'est que c'est une crise qui a été effroyable d'un point de vue sanitaire, qui a été d'une violence inouïe d'un point de vue socio-économique, mais c'est aussi un moment, je pense, dans l'histoire où nos enfants se rappelleront « Ah tiens, c'est un moment où on a pris conscience de la valeur de réinvestir, de la valeur d'être ensemble, de la valeur de construire finalement les fondations qui permettent de répondre à des défis structurels majeurs, notamment le défi de la mobilité, le défi de décarboner notre économie, etc. » Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec le plan de relance. Et ce plan de relance n'est qu'une première brique. On a mentionné les montants qui peuvent sembler élevés, mais qui sont relativement faibles par rapport à ce dont on a besoin dans la durée, n'est qu'une première brique pour inverser cette tendance et réinvestir massivement dans notre futur. Comme ça a été dit, le plan de relance, donc cette première brique d'investissement public, c'est 5,9 milliards d'euros pour la Belgique, qui doivent être dépensés avant 2026, donc pendant la période de sortie de coronavirus, avec des indications assez larges de l'Europe, qui nous dit qu'il faut un minimum de 37% sur la transition verte et un minimum de 20% sur la transition digitale. À part ces guidelines-là, les orientations sont assez larges. On a travaillé de façon très intensive, comme je vous l'ai dit, sur une période de 5 mois, depuis la formation du gouvernement, pour travailler, et c'est ça qui faisait la beauté et le défi de l'exercice, tous ensemble au niveau belge. Au niveau belge, on a une certaine complexité institutionnelle, avec des différents niveaux de pouvoir, etc. Mais pour la Commission européenne, elle avait tout à fait raison, elle nous a dit il faut un seul plan belge, et si vous parlez de mobilité, il ne faut pas venir avec un plan de mobilité du fédéral, de Bruxelles, de la Wallonie. L'enjeu, par exemple, de la mobilité autour de Bruxelles, c'est un enjeu qui doit être appréhendé de façon globale, parce que les différents niveaux de pouvoir ont des leviers. La SNCB a des leviers avec les trains, la région bruxelloise évidemment, mais aussi les connexions avec la Wallonie, la Flandre sont importants. Donc on a travaillé tous ensemble de façon très très rythmée,
selon ces 5 derniers mois. Et d'ailleurs, la Commission européenne qui me disait en octobre, attention, vous êtes en retard, parce qu'effectivement, les autres pays avaient déjà commencé cet été. En fait, finalement, on a été capable, ici, fin du mois d'avril, il y a un peu plus de 2 semaines, à rendre notre plan dans l'ordre. Et on fait partie, je pense, de la petite moitié des pays européens qui ont été capables de tenir la deadline de la Commission. On a aussi essayé de travailler d'une manière un peu moderne en politique. C'est-à-dire, on a essayé d'ouvrir un maximum les fenêtres et de s'enrichir de l'expérience d'avis de personnes qui ont une expertise forte sur certaines thématiques. Et aussi de soumettre notre plan à évaluation avant qu'il ne soit envoyé à la Commission européenne, pour s'assurer que la priorisation des projets se fasse sur base de critères le plus objectifs possible. On a travaillé notamment avec le Conseil central de l'économie, qui regroupe les partenaires sociaux, avec le Conseil fédéral du développement durable, que vous connaissez peut-être, le Conseil national du travail, qui ont émis des avis sur les différents drafts qui ont été publiés. Et on a aussi mobilisé l'expertise de plusieurs centres pour évaluer le plan en cours de route et s'assurer qu'on ait des bonnes orientations. Le Bureau fédéral du plan, sur les aspects macroéconomiques, mais aussi sur une analyse qui est très intéressante et qui était une des premières fois qu'on la faisait en Belgique, qui s'appelle analyse DNSH, donc Do No Significant Harm, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'aucun des projets qui soient contenus dans le plan n'ait un impact négatif sur l'environnement. On a aussi travaillé sur des dimensions qui sont rarement incluses dans la conception des politiques publiques, par exemple l'évaluation de tous les projets à la lumière du critère d'égalité homme-femme avec l'Institut pour l'égalité des genres, etc. Et donc on a vraiment essayé d'avoir un processus de construction des politiques publiques qui était le plus riche possible de l'avis externe. Bon, voici pour les préliminaires, si je puis dire. Maintenant, on peut finalement rentrer dans le plan et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce plan et quels sont les projets concrets qui se retrouvent dans ce plan. Eh bien, premièrement, ce plan, sans surprise, il est structuré selon 5 chapitres. Les 5 chapitres sont les 5 enjeux structurels auxquels notre pays fait face. L'environnement, le digital, la mobilité, l'inclusion et la productivité. Vous retrouvez dans ce plan 85 projets. Chacun des projets est une petite bulle que vous voyez sur ce graphe, produit par nos amis entrepreneurs de jetpack.ai. Si la bulle est grande, c'est un grand projet. Si la bulle est petite, c'est un petit projet. Donc, par exemple, si je regarde, tiens, c'est quoi cette grosse bulle ici? Ben voilà, par exemple, ça, c'est une grosse bulle, c'est 345 millions, projet porté par la région flamande sur tout le renforcement de leur infrastructure cyclable, notamment la connectivité autour de Bruxelles. Si je regarde, voilà, c'est quoi cette grosse bulle ici? C'est tous les réinvestissements d'Infrabel, notamment autour du port d'Anvers, modernisation de certaines voies en Wallonie, etc. Donc ça, c'est un peu la vision de synthèse du plan avec finalement les différents projets. Vous allez me dire, évidemment, il faut rentrer maintenant dans le détail de ce qui se retrouve dans chaque bulle, mais ça vous donne une vision d'ensemble où on voit qu'effectivement, les bulles vertes, tout ce qui a trait à ce qu'on appelle sustainability, donc le développement durable, la décarbonation, représente 1,7 milliard, 756 millions du plan. La mobilité, c'est aussi un axe important, les bulles jaunes, 1,3 milliard. Ensuite, si on rentre, tiens, mais comment est structuré ce plan? Donc là, vous voyez une répartition des bulles, si je puis dire, par catégories et sous-catégories. Si on commence dans l'axe développement durable, je vous l'avais dit en introduction, il y a une grosse partie qui est de la rénovation de bâtiments publics, parce qu'on sait qu'on peut aller chercher énormément de bâtiments publics et privés, et on sait qu'on peut aller chercher énormément de réduction de CO2 via la rénovation de bâtiments. Et en plus que ça a un effet de relance à court terme, vu que ça relance le secteur de la construction qui a un rôle très particulier dans notre économie. Deuxièmement, vous avez toute une série de projets qu'on appelle Emerging Energy Technologies, où vous allez retrouver notamment beaucoup de projets avant-gardistes. Notamment ici, vous avez des gros projets qui sont portés par les différentes régions et par le fédéral autour de l'économie, autour de l'hydrogène. Vous avez un projet dont on entend parler parfois, qui est de garder notre leadership, par exemple en matière d'éolien en mer, de créer une île énergétique en mer du Nord pour connecter tous les parcs d'éolien et s'assurer qu'on continue à construire notre capacité d'éolien en mer. Vous avez toute une série de projets autour du climat et de l'environnement.
En termes de mobilité, si je regarde les bulles jaunes maintenant, vous allez avoir toute une série de projets sur le verdissement de l'infrastructure routière, avec des projets pour la création d'infrastructures de recharge. Vous avez vu probablement ce matin dans la presse qu'il y a une orientation qui a été prise sur le verdissement des voitures de société à horizon 26. Ben, effectivement, il faut l'infrastructure de recharge qui soit disponible sur les différentes routes du pays. Mais donc, vous avez des projets de création d'infrastructures de recharge, plus de 40 000 bornes qui vont être installées. Des projets aussi portés par les régions sur le verdissement des flottes de transport en commun. Deuxième axe, ce sont des projets de mobilité douce, avec notamment ces projets dont on parle beaucoup de créer des corridors vélos pour rentrer dans les grandes villes, de la même façon qu'il y a des corridors pour les voitures, de s'assurer qu'à côté des axes pour les voitures, on a aussi des axes pour la mobilité douce, pour rentrer dans les villes, singulièrement à Bruxelles. Et alors, beaucoup de projets de ce qu'on appelle le shift modal, donc c'est s'assurer qu'en connexion avec les infrastructures routières, les infrastructures de mobilité douce, on ait aussi un réinvestissement dans notre réseau de chemin de fer, qui est un des plus denses au monde, mais qu'il faut développer sur certains aspects, notamment autour du port d'Anvers pour favoriser le fret par rail, qu'il faut moderniser, notamment en Wallonie, on sait que certains segments du rail sont vieillissants, et qu'il faut parfois aussi mieux utiliser. Et notamment, c'est le cas à Bruxelles, avec toutes les petites gares en fait, qui existent dans Bruxelles, mais qu'il faut pouvoir desservir parce qu'elles peuvent faire partie d'une solution de mobilité globale à Bruxelles. Je vais un peu plus rapidement, mais on pourra revenir dans vos questions si vous avez des questions. Sur le digital, il y a des projets en cybersécurité. On a vu la semaine passée, il y a eu une grosse attaque sur les services fédéraux, c'est très important. C'est des projets qui sont portés à la fois par la défense, par les services de renseignement. On a des projets d'infrastructure digitale qui sont portés notamment en partenariat avec des acteurs du secteur télécom comme Proximus pour déployer la fibre optique partout, faire des pilotes en matière de 5G. Et on a des projets de digitalisation de l'administration publique. Par exemple, certaines applications de la sécurité sociale, certaines applications de la justice qui sont importantes pour l'accessibilité des citoyens. Sur l'axe qu'on appelle productivité, nouvelle économie, on a toute une série autour de l'économie circulaire, avec des très beaux projets. Par exemple, un projet que je trouve intéressant en Wallonie autour de le déclassement des avions. Donc on sait qu'il y a toute une génération d'avions des années 60 et 70 qui vont être déclassés. En Belgique, on a une filière de recyclage métallurgique, de recyclage de plastique, avec des entreprises dans la sidérurgie en Wallonie, avec le recyclage des métaux, des composants plastiques, principalement en Flandre. Comment est-ce qu'on peut faire en Belgique pour recréer une activité d'économie circulaire autour du recyclage des avions? On a des projets très importants en matière de formation, avec là aussi des projets qui sont très intéressants, notamment un projet par exemple à Bruxelles autour de comment est-ce qu'on peut faire pour former de plus en plus de jeunes dans les métiers verts de la construction, notamment l'isolation des bâtiments. On sait que c'est un secteur très important dans le cadre du plan de relance et après, mais il faut les talents pour finalement travailler là-dedans. Comment est-ce qu'on fait pour que ceci soit une opportunité d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes? En Wallonie, on a des projets de formation, notamment autour des secteurs biotech, où on sait que c'est un secteur qui boom, mais aujourd'hui, il y a des pénuries de main-d'œuvre importantes, et il faut que ce soit des opportunités pour des jeunes Wallons de travailler dans ces secteurs qui sont bourrés d'avenir. Des projets de recherche aussi, ce qu'on appelle Supporting Economic Activity, en se disant quelles sont les filières d'excellence en Belgique sur lesquelles on doit capitaliser, notamment en matière de médecine nucléaire, notamment en matière de recherche spatiale, de recherche aéronautique. C'est des filières dans lesquelles il y a une excellence historique en Belgique et qu'il faut continuer à investir pour construire ces filières d'excellence en Belgique. Sur l'inclusion, on a des projets portés par les communautés, tant en matière d'enseignement, en matière d'infrastructures sociales, que ce soit de l'infrastructure de logement ou de l'infrastructure d'accueil, des crèches, et certains programmes d'insertion sur des publics vulnérables, notamment en matière de fractures numériques. Donc voilà un peu la vue globale du plan, et comme ça vous avez une idée des grandes masses et du type de projet qui se retrouvent. Si on regarde par gouvernement, donc ici voici toujours nos mêmes bulles réparties par gouvernement, on voit effectivement que les milliards de la Belgique sont répartis avec une partie pour la Flandre, environ 2 milliards, 1,25 milliard pour le fédéral, un peu moins de 400 millions pour la région bruxelloise, 1,5 milliard pour la région wallonne et encore 500 millions pour la fédération Wallonie-Bruxelles. Vous vous rappelez que je vous ai dit en introduction qu'on devait faire minimum 37% d'investissements qui reçoivent une catégorisation investissement vert. Je pense qu'on peut être très heureux en Belgique d'avoir en fait
près de la moitié de nos investissements qui sont dédiés à des thématiques vertes. D'ailleurs, il y a une enquête indépendante réalisée par un think tank allemand qui comparait les différents plans de relance européens, qui est sorti, je pense, fin de semaine passée, et qui montrait qu'en fait, après la Finlande, le plan belge est un des plans qui est les plus verts en Europe. Et donc, pour nous, c'était important. C'est vraiment une conscience qui est partagée au sein du gouvernement, c'est que si on veut atteindre nos objectifs de décarbonation, il faut accélérer les investissements et que le public a un rôle majeur en matière d'initier cette transition. L'impact digital, ici aussi on avait un minimum de 20% et on dépasse ce minimum. Les chiffres sont toujours un peu fluctuants, mais on va se situer autour de 25% du budget qui est dédié à des projets de digital. Si on regarde maintenant les projets, j'espère que ça ne vous donne pas le tournis de voir ces bulles qui voyagent. Si on regarde la typologie des projets, au-delà de leurs affectations, en fait, notre plan de relance, il ressemble à quoi? Eh bien, on a environ 50% des projets qui sont des projets d'infrastructure. Infrastructure digitale, on a parlé de la fibre optique, de la 5G, infrastructure, les bâtiments, on va rénover des bâtiments, infrastructure, construire les réseaux énergétiques de demain. Avec Fluxys, on travaille notamment sur les premiers segments de construction des réseaux de capture de CO2, de réseaux de transport d'hydrogène. Et l'infrastructure, c'est important dans un plan d'investissement parce que à chaque révolution technologique, on doit investir dans l'infrastructure qui va avec les nouvelles technologies. Voilà, au moment de la révolution industrielle, on a construit les chemins de fer et les canaux. Après la Seconde Guerre mondiale, on a construit les autoroutes et les lignes à haute tension. Mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle rupture technologique qui va nous permettre d'avoir une économie bas carbone. Et il faut construire l'infrastructure qui va avec. Et ce qui est intéressant avec l'infrastructure, c'est que en plus de nous positionner par rapport à des défis structurels, elle a un effet multiplicateur important sur la relance à court terme via le secteur de la construction. On a environ 15% des projets qui sont dans la recherche et le développement. J'ai parlé de l'aéronautique, du spatial, de la filière nucléaire. C'est des sujets qui sont importants. On a 25% des projets qui sont sur la formation du capital humain. Et on sait notamment par rapport à l'enjeu du digital que c'est important en fait, d'investir massivement dans les compétences parce qu'il va y avoir des révolutions technologiques qui vont modifier la nature de l'emploi dans les prochaines décennies. Et on a des projets qui sont des projets digitaux purs, notamment les programmes de digitalisation de différentes administrations ou de l'enseignement. Une dimension qui est trop souvent négligée, mais on a demandé une revue systématique de nos projets par l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce qu'on voit, c'est que, et c'était une condition sine qua non, c'est qu'il n'y a aucun projet qui contribue à renforcer les inégalités, donc qui aurait un impact négatif sur l'égalité homme-femme. Il y a des projets qui ont un impact neutre, donc qui ne vont finalement pas avoir d'impact sur l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qui ne vont pas la renforcer. On a des projets qui ont un impact positif et on a aussi en fait, l'essentiel de nos projets qui doivent être orientés dans leur exécution pour avoir un impact positif, mais aujourd'hui qui ont un impact potentiellement positif sur l'égalité homme-femme. Et donc c'est très important pour nous qu'il y ait en tout cas une partie significative des projets qui a un impact positif, c'est le cas, et absolument aucun projet qui renforce les inégalités de genre. Et à travers ce processus de travail, évidemment on travaille sur ce processus-ci pour ce plan de relance-ci, mais on essaye aussi d'établir des nouveaux automatismes en matière de conception des grands plans de politique publique et avoir ce réflexe d'analyser des décisions majeures de politique publique sous l'angle égalité homme-femme. Ça ne se fait pas ou peu, et je pense que ça fait partie des nouveaux automatismes qu'il faut avoir en matière de conception des politiques publiques. Quelque chose qui est très important quand on conçoit un plan d'investissement public, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait un effet levier, un effet multiplicateur sur le secteur privé. Et donc, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'en fait, beaucoup des projets que j'ai mentionnés, en fait, sont des projets qui sont des projets public-privé. Par exemple, j'ai mentionné quelques exemples. La rénovation énergétique des bâtiments, ça se fait en partenariat avec des opérateurs privés parce qu'il y a une rentabilité intrinsèque. Quand vous rénovez un bâtiment, vous abaissez les factures d'énergie et donc il y a une forme de retour sur cet investissement via une diminution de la facture énergétique. Quand ma collègue Tine van der Straten travaille sur ce projet de deal énergétique en mer du Nord, elle le fait avec des partenaires privés, que ce soit des partenaires de la construction, des grands groupes notamment comme Jan de Nul ou DEME en Flandre, ou des partenaires énergétiques, notamment Elia. Et donc le public ne met en fait qu'une partie du total des investissements qui sont mobilisés, et le public agit en fait pour dérisquer un projet ou le rendre possible là où il y a un échec de marché pour des opérateurs privés.
Idem sur certains projets en matière de formation, etc. On essaie le plus possible de travailler main dans la main avec les opérateurs privés. Et donc, chaque bulle, en fait, elle est liée à, je dirais, un sous-ensemble plus grand, qui est le financement externe privé qui est mobilisé. Donc ça, vous avez ici la vue de, tiens, mais à quoi ça ressemble seulement le financement public. Ici, vous avez la vue, hop, voilà, quand elle est en fait augmentée des financements privés. Par exemple, je regarde celui-ci. Voilà, ici, ça, c'est projet de recherche et développement sur la minimisation des déchets nucléaires, notamment en anticipation de la fermeture de certaines centrales nucléaires. Il faut pouvoir que la Belgique se positionne sur cette filière de démantèlement. Mais c'est un projet pour lequel on met 25 millions d'argent public. Ça, c'est le petit nœud, le noyau que vous voyez en rouge. Mais on mobilise énormément d'argent privé pour travailler main dans la main avec les opérateurs sur cette thématique de minimisation des déchets nucléaires. Ce projet-ci, voilà, c'est l'exemple que je mentionnais sur l'île énergétique offshore. C'est 100 millions d'argent au niveau fédéral qui sont mobilisés, mais il y a des montants importants. De l'ordre ici sur ce projet-ci, c'est 100 millions publics, 320 millions privés qui sont mobilisés pour ce projet-là. Un aspect qui est important, qui a été mentionné par Madame Godin dans l'introduction, c'est le timing de dépenses. Parce que dans une stratégie de relance, le temps est une variable critique et il faut pouvoir en fait avoir le stimulus le plus près possible du choc qui crée la dépression. La choc qui crée la dépression, c'est l'épidémie de coronavirus. Et donc, il faut phaser les investissements pour avoir l'impact maximal dans les périodes qui suivent le choc du coronavirus. Et donc, c'est pour ça que la Commission européenne demande, dans tous les cas, votre programme d'investissement doit être fini au plus tard en 2026 et essayer le plus possible de front-loader, pour employer un mauvais terme français, donc d'anticiper le plus possible les investissements. Et on voit qu'en fait, dans le plan belge, environ 65%, allez, un peu plus de 60%, 18 plus 25 plus 20, seront des montants qui seront dépensés encore en 21, en 22 et en 23. Avec tout le défi que ça suppose sur la mise en œuvre. Ce qui est important de mentionner, c'est que le plan de relance, ce ne sont pas que des projets. Il y a aussi toute une série de réformes qui sont demandées par l'Europe et dans lesquelles la Belgique s'inscrit résolument, à la fois pour créer les cadres réglementaires sur des nouvelles technologies qui vont être déployées, que ce soit en matière d'hydrogène, de CO2, créer le cadre réglementaire pour la 5G, mais aussi de réformes en matière d'exécution des projets. Comment s'assurer notamment sur les réformes de simplification administrative, de simplification des procédures, qu'on puisse exécuter ces projets dans le temps. Il y a aussi des réformes, vous l'avez vu, par exemple la réforme de la question des voitures de société, avec la question du zéro émission qui a été discutée ce matin dans la presse, accord de gouvernement hier, était un élément qui était mentionné. Et alors il y a des réformes plus larges qui s'inscrivent dans le cadre de la législature, notamment en matière des pensions, dont le timing est inscrit dans le plan de relance. Aussi important, c'est d'avoir un reporting sur les objectifs de développement durable, donc les 17 objectifs énoncés par les Nations Unies. Et ici aussi, c'est une dimension qu'on va essayer de suivre dans le temps, c'est d'avoir un reporting, s'assurer qu'en fait nos projets cadrent bien avec les objectifs de développement durable. Dernière dimension, sur la mise en œuvre pour l'avenir. Bon, ce qui est important, et je reviens à mon introduction, c'est de se dire, le but c'est d'augmenter l'investissement public dans le temps. Et cet investissement, ces milliards qu'on reçoit de l'Union européenne, c'est fantastique, c'est beaucoup d'argent, mais c'est une première brique pour inverser la tendance. L'objectif, c'est d'aller vers 3,5%, c'est-à-dire la moyenne européenne à horizon 2024, et vers 4% à 2030. Pour atteindre 3,5% en 2024, il faut 13,1 milliards additionnels d'investissement public. Donc le calcul est vite fait. En fait, avec les 6 milliards européens, on ne fait qu'un peu moins de la moitié du chemin qui est nécessaire pour atteindre 3,5%. Et donc, on anticipe déjà la phase d'après, qui est de comment sécuriser en fait les 13 moins 1
13,1 moins 5,9, 7,2 milliards additionnels qui doivent être mobilisés. Donc ça, c'est exactement ça. Donc vous avez 13,1 milliards, c'est ce qu'il vous faut pour atteindre 3,5% d'investissement à horizon 2024. 5,9 milliards viennent de l'Europe, et ensuite il y a un résidu de 7,2 qui doit être financé. La Flandre a déjà pris des engagements à travers son plan Vlaamse Veerkracht. La Wallonie a pris des engagements aussi dans Guadeloupe Wallonia. Le fédéral a pris des engagements, mais doit augmenter ses engagements. Et il y a une série d'engagements aussi au niveau des pouvoirs locaux à prendre si on veut être crédible dans cet objectif de 3,5%. En conclusion, et je vais terminer là-dessus pour laisser un peu de temps aux questions-réponses, je pense que le message le plus important, c'est de dire un plan de relance, il a deux fonctions. Un, c'est relancer l'économie avec un effet de court terme dans un contexte où l'économie est déprimée en sortie de coronavirus. Et c'est très important aussi parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui est décrit comme le animal spirit par les économistes, qui est de recréer la confiance. Et ce plan de relance, il vise à stimuler à court terme l'économie et à recréer une forme de cadre de confiance avec les investisseurs, avec le secteur privé, pour dire qu'on va sortir de cette dépression tous ensemble. Deuxièmement, on ne fait pas juste relancer l'économie sans la modifier. Le but est d'amorcer un virage radical dans une transition sur une société qui est plus durable et qui est plus juste. Et vous avez vu que la plupart des projets d'investissement visent à accélérer cette transition en construisant notamment des nouveaux pans d'infrastructures qui sont nécessaires pour cette transition. Et le troisième aspect qui est important, c'est qu'on essaye finalement de réorienter notre économie dans des filières d'excellence, dans des choses qui ont une perspective de long terme en Belgique pour finalement construire des opportunités concrètes pour les générations futures en Belgique à travers toute une série de projets et de dynamiques qui sont importantes pour notre pays. Et voici pour ma présentation. Si vous voulez rester au courant, parce qu'on va essayer de suivre de façon fréquente et d'avoir un monitoring très actif des projets, des déroulés, etc., n'hésitez pas à suivre ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, parce qu'on va devoir faire du reporting fréquemment à la Commission européenne, et donc on en profitera pour finalement faire des rapports d'avancement sur les différents projets, et vous avez vu que ça va aller assez vite vu les impératifs d'exécution d'ici à 2026, et déjà une bonne partie d'ici à fin 2023. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention, et c'était un plaisir, même si l'interaction physique est toujours plus appropriée pour ce genre de présentation.